Merci vraiment beaucoup pour votre accueil. Donc après ce film, évidemment, il y a beaucoup de questions à poser à l'écrivain, mais aussi aux protagonistes du film. Je vais poser quelques questions et puis bien sûr vous aurez la parole. Évidemment, n'hésitez pas, préparez vos questions et levez la main. Une première question peut-être. D'abord au sujet de Hector Abad Gomez, hein, votre papa. Quel personnage extraordinaire. Vous avez écrit un livre, ensuite il y a eu un film, et je voudrais savoir finalement votre vision aujourd'hui du film. Est-ce que par rapport à ce que le souvenir que vous avez de votre père, est-ce que c'est fidèle? Est-ce qu'il manque certaines choses et si oui, lesquelles? Merci. Vous avez compris. Oui, j'ai compris. Euh, bueno, la memoria es un fenómeno muy raro, ¿no? La memoria es, la memoria no es fiel. Incluso las memorias más amorosas son memorias que se van desvaneciendo. Y cuando yo decidí escribir el libro, lo hice porque mi pelo se empezaba a poner blanco y ahí el peligro de olvidar era muy grande. Okay. Il nous explique que la mémoire, c'est quelque chose de très, très compliqué et que la mémoire, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Même les mémoires la mémoire à laquelle nous tenons le plus s'en va peut-être le plus rapidement. Y, y cuando yo, bueno, y cuando yo, bueno, cuando yo me di cuenta de, cuando uno es joven piensa que es inmortal y cuando me di cuenta de que el pelo se me ponía blanco y de que estaba perdiendo la memoria, creo que en ese momento pensé que tenía que escribir ese libro. Mais pardonne ça. Quand on est jeune, on pense qu'on est immortel, mais bien évidemment. Et quand j'ai vu mes cheveux blanchir, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'il fallait que je dise et que je raconte. Et voilà. Sí, y bueno, y hay memorias que uno quiere tener y también hay recuerdos que uno quiere olvidar. Entonces, de alguna manera, contar algo es también una manera de poder olvidar algo. Je vous traduis ce qu'il vient juste de dire parce que c'est très, très important. Il y a des mémoires que l'on veut conserver, mais il y a aussi des mémoires qui sont importantes parce qu'on veut vraiment raconter quelque chose. Il y a quelque chose que l'on doit pas oublier, et quand c'est en les racontant qu'on va les faire perdurer. Entonces, por tu pregunta, ¿no? Había algo muy importante para recordar, que era haber tenido un padre incluso demasiado bueno, un padre con el cual no podías pelear, un padre luminoso, maravilloso, tolerante, sonriente. Eso, pues, eso me permite todavía estar vivo, pero había naturalmente otras cosas que yo no quería recordar todo el tiempo, porque era el recuerdo del dolor y algo que me podía llevar al rencor. Donc il y avait des choses dont je voulais me souvenir. C'était le souvenir de ce père absolument exceptionnel, comme vous avez pu le voir dans ce film. Un père qui est extrêmement tolérant, qui permettait beaucoup de choses. Ça, je voulais m'en souvenir, mais il y avait d'autres choses dont je ne voulais pas me souvenir. Et certains souvenirs dont j'avais un peu peur parce qu'ils pouvaient mener à la rancœur. Et cela, je ne voulais pas m'en souvenir. Y de alguna manera la película también, por un lado, ayuda mucho a recordar, ayuda mucho a lo que yo quise hacer, que era más que demostrar algo, mostrar algo. Et de certaine façon, le film permet d'éviter de démontrer quelque chose, mais surtout de montrer. L'intérêt, c'est de montrer quelque chose. Y de quitarme de encima eso
ese deber histórico de tener que recordar y tener que contar. Como que ya no tengo ese deber, esa obligación histórica de tener que contar. Et ce film m'aide à tourner la page avec cette notion de devoir raconter, cette notion d'obligation de devoir raconter. Je crois que ce film Sí. m'aide à dépasser Ujú. cette notion. Sí, cuando algo se vuelve ficción, y esta película es realidad, pero también es ficción, cuando algo se vuelve ficción, es como, no sé, se convierte, la ficción tiene algo mágico, que es que produce algo más real que lo real. Et le fait de faire entrer la fiction, parce que ce film est réel, mais c'est aussi de la fiction. Ce film, en faisant entrer la fiction c'est quelque chose de magique, parce qu'il y a la réalité, mais il y a quelque chose de plus que la réalité. Et ça aide à dépasser cette réalité qui est douloureuse. Cuando mi hermana se murió de cáncer, mi hermana Marta, mi papá escribió un artículo que se llamaba La niña que se convirtió en leyenda. Quand ma sœur Martha, vous avez vu l'épisode, quand ma sœur Martha est morte de cancer, mon père a écrit un article qui s'appelle la petite fille qui s'est murió, qui est devenue une légende. Sí. Y creo que él quería así como, no sé, si esta niña se vuelve un cuento, una leyenda, como que no fue nunca real, yo puedo descansar. Y creo que a mí me pasó lo mismo con esta película. Et le fait de la nommer ainsi, c'est-à-dire que si elle est devenue une légende, si elle est devenue une légende, ça permet un peu de dépasser la douleur. Et je crois que c'est ce que lui dit, Hector il pense que lui aussi, ça lui a permis de... C'est un peu la même chose qui lui est arrivée avec l'écriture de ce livre et la réalisation de ce film. Alors, est-ce que vous pouvez, on le voit dans le film, quelle est la figure de votre père, figure de médecin, figure d'homme humaniste, mais est-ce que dans l'histoire de la Colombie, c'est resté, je crois, aussi une personnalité comme ça qui est importante dans le souvenir des Colombiens, et le succès de votre livre est lié à ça, peut-être. Vous pouvez nous parler, vous comprenez parce que nous, en France, Sí, claro. pour nous, c'est nouveau, on ne connaît pas forcément. Et oui. on mesure pas forcément à quel point votre père était une personnalité importante dans son pays. Bueno, cuando lo mataron en el año 87, él era una personalidad importante. Pero cuando yo publiqué el libro en 2006, casi 20 años después, él era alguien que solamente algunos de sus estudiantes recordaban. Y y algunas personas, algunos de los que disparaban, empezaban a escribir la historia. Donc, vous avez eu la question en français. Donc, quand son père est mort en 87, c'était une personnalité publique reconnue et respectée. Quand il a écrit le livre en 2006, c'était quelqu'un qui restait un petit peu dans le souvenir. Mais en même temps, les gens qui l'ont tué commençaient à écrire l'histoire. C'est-à-dire que ces gens-là commençaient à écrire des témoignages sur cette histoire-là. Sí, por ejemplo, el gran capo de los paramilitares, un señor que no vale la pena recordar su nombre, escribió un libro que se llamaba Mi Confesión, y él decía cómo habían decidido anular el cerebro de muchos profesores de la Universidad de Antioquia porque eran comunistas. Et donc, par exemple, un des grands chefs des paramilitaires, donc les paramilitaires, ce sont des organisations d'ultra-droite, c'est comme la Légion Condor, etc., c'est-à-dire des gens d'ultra-droite, le grand chef de ces gens-là commençait à écrire, et notamment, alors lui, il ne veut pas nommer ce personnage, parce que ce n'est pas la peine de s'en souvenir. Comment s'appelle le livre? Mi Confesión. Ah oui, il a publié un livre qui s'appelait Ma Confession,
et dans lequel, ça c'est plus dur, il explique comment lui et son groupe se sont donnés pour objectif d'annuler, de détruire le cerveau de certains professeurs de l'université d'Antioquia, dont faisait partie. Como un gran acto heroico, patriótico, de purificación del país. Comme un grand acte de purification héroïque, de purification du pays et de toutes ces... Parce que les gens comme le père d'Hector étaient qualifiés de communistes. Bueno, yo creía que esa historia sí, se podía contar desde el punto de vista de los que disparaban, pero que era muy importante también contar esa historia desde el punto de vista de los que recibían las balas. Et il m'a semblé évident que cette histoire pouvait s'écrire du côté de ceux qui envoyaient les balles, qui tuaient, mais elle devait aussi s'écrire du côté de ceux qui les recevaient. Pero no solamente contar la muerte, porque eso sería reducir la vida a la muerte, al momento del asesinato. No, yo quería contar sobre todo la vida luminosa y la vida feliz. Mais il n'était pas question de raconter cette histoire du point de vue de la mort, mais aussi du point de vue de la vie, c'est-à-dire du point de vue de la joie, du bonheur des gens qui vivaient dans cette époque. Porque, bueno, esa fue la gran lección de mi papá, decirnos que la vida era maravillosa. Parce que c'est ça qui a été la grande leçon de mon père, c'est-à-dire de nous apprendre que la vie était quelque chose de merveilleux. Y yo creo que me demoré 20 años para escribir el libro porque yo también tenía que convencer a mis hijos pequeños de que la vida era maravillosa. Et je crois qu'un des moteurs de l'écriture de ce livre, ça a été que moi aussi, je devais transmettre cette idée que la vie est quelque chose de merveilleux. Y no hablar todo el tiempo del dolor o de la muerte. Et ne pas être tout le temps en train de parler de la douleur, de la mort. Sí. Pero ya llegó un momento en que era necesario porque si no se me iba a olvidar a mí todo y también quería que mis hijos conocieran a su abuelo. Et je voulais aussi que mes enfants, ça a été très important pour mes enfants qui étaient encore jeunes, de leur raconter comment était leur grand-père et ce qu'il avait fait, quelles étaient ses idées. Entonces el libro inicialmente fue escrito sobre todo para mis hijos. Et ce livre a été écrit au départ essentiellement pour mes enfants. Alors je crois que cette joie, ce bonheur au sein de la famille, c'est très bien retranscrit dans le film. On sent la complicité entre le frère et les sœurs, et avec votre père. Et dans certaines interviews, ça se voit aussi un peu dans le film, vous parlez de l'amour de la littérature que vous a transmis votre père. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que vous êtes finalement devenu écrivain, c'est pas rien. Vous avez publié 10 livres et ça ne vient pas tout seul comme ça. Et donc comment votre père vous a insufflé cette envie d'écrire? Comment ça s'est passé? Même si on a des idées en voyant le film. Sí, bueno, el cuarto más importante de mi casa se llamaba la biblioteca y en la biblioteca había sobre todo música clásica y libros. Y yo veía que más que una biblioteca era el cuarto de las transformaciones. Era el cuarto donde mi papá llegaba triste, mal, decaído, molesto, pero se sentaba a leer, a oír música y después de media hora de música maravillosa y de libros, él salía otra vez feliz. Bon, la pièce la plus importante de ma maison, vous avez pu le voir, c'est la bibliothèque, mais qui n'était pas seulement une bibliothèque, qui était aussi une salle de musique. Et on peut dire que c'était la salle des transformations, dans laquelle mon père arrivait parfois très mal en point, triste, et au bout d'une demi-heure, il en ressortait content, heureux, avec des idées positives, etc., etc. Y bueno, a él le gustaba mucho sobre todo la poesía, sabía mucha poesía de memoria, recitaba poesía de memoria, e incluso cuando lo mataron llevaba en el bolsillo un poema sobre la muerte, entonces cuando no pudo hablar siguió hablando de literatura. Et mon père lisait beaucoup,
il lisait beaucoup de poésie. Et oui, il connaissait, il savait par cœur certains poèmes. Ça, je fais une petite parenthèse, c'est quelque chose de très, très particulier à la culture colombienne, où les gens savent de la poésie, en lisent et la mémorisent. Ils sont capables de vous réciter des poèmes de façon absolument impressionnante. Et donc son père connaissait plusieurs poèmes, et même le jour de sa mort, vous avez pu le voir, il portait sur lui un poème de José Luis Borges. Donc il a continué à nous lire de la poésie après sa mort. Alors, une ou deux questions, et je passe évidemment le micro à la salle. Finalement, voilà, il y a un acteur à l'écran qui s'appelle Javier Camara, qui n'est pas n'importe quel acteur. C'est un acteur des films de Pedro Almodóvar, c'est une star en Espagne et dans le monde. Donc le fait de le voir interpréter votre père, et puis de voir aussi un autre acteur enfin deux autres acteurs, un pour l'enfant et un pour le jeune homme. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous avez l'impression que ces acteurs vous correspondent ou correspondent à votre père? Qu'est-ce qui change? Enfin, ça doit être une impression un peu troublante de voir quelqu'un qui est l'image de votre père, mais qui n'est pas votre père, bien sûr. Bueno, naturalmente los productores colombianos querían un actor colombiano, de hecho todas las actrices y los actores son colombianos. Inicialmente buscaron también un actor colombiano para el papel de mi papá, pero en la primera carta que yo le escribí a Fernando Trueba, diciéndole, aquí hay un productor que tiene el dinero y que quiere hacer el libro, a ti te interesaría hacer esta película, y a lo mejor, y yo le decía en la primera carta, hay un actor español que a mí se me parece mucho físicamente a mi papá, y que me gusta muchísimo, y que bueno. Bon, quand il y a eu une maison de production colombienne qui a voulu faire le film, évidemment, ils ont tout de suite pensé à des acteurs colombiens, et c'était le projet. Hector, par contre, a dit oui, très bien, mais il y a un acteur espagnol qui me plaît vraiment, que j'aime bien, et qui me semble tout à fait adapté pour représenter le personnage de mon père. Y donc c'est l'acteur. Y era Javier Cámara. Voilà, y después de que otros actores pues, colombianos tenían otros proyectos, no pudieron aceptar, los productores dijeron, está bien, entonces un español. Y bueno, él hace un trabajo maravilloso y estudia la voz de mi padre porque había muchas grabaciones, etc. Et il a fait un travail, cet acteur espagnol a fait un travail extraordinaire sur le personnage, il a écouté des enregistrements, etc., sur la voix, etc. Il a fait un travail formidable. Donc ça a été un très bon mélange, puisque les autres acteurs, comme vous le savez, sont colombiens. Sí, digamos que los actores que hacen mi parte, uno lo escogió mi esposa, Alexandra, porque era el compañero más inteligente del colegio de Gregorio, del hijo pequeño, y bueno, y el otro actor lo escogieron porque era muy buen mozo y un actor tiene que ser bonito, no tenía que ser como yo, tenía que ser mucho mejor. Un des deux acteurs qui le représentent, donc puisqu'il y en a deux, c'est son épouse Alexandra qui l'a choisi, puisque c'était un bon copain de son fils à l'école, de son fils Gregorio à l'école, et l'autre, il fallait que ce soit quand même quelqu'un de bien, etc., qui le représente. La liste avec les personnes condamnées à mort qui lui est remise dans le film par votre ami Gabriel, alors ça, je ne pense pas que ce soit de la fiction, et si ce n'est pas de la fiction, combien de personnes ont été effectivement assassinées qui figuraient sur cette liste? Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que des membres de votre famille, parmi vos sœurs, neveux, nièces, enfants, petits-enfants, ont repris le flambeau de votre père et ont mené un combat politique? Bueno, la lista era una lista muy extraña, tenía como, no estoy seguro si 19 o 24 personas, había cantantes, había actores, había amigos de mi padre, entre ellos Alberto Aguirre, que está... La liste, c'était quelque chose de très bizarre. Il y avait
quelque chose comme 19 personnes. Alors il y avait des chanteurs, des acteurs, il y avait un ami très proche de son père, Alberto Aguirre. C'était quelque chose de très bizarre. Al final de esta larga lista mataron como unas 4 personas, no a todas. Pero a las personas que volvieron a reconstruir el Comité de Derechos Humanos en el que estaba mi padre, a los siguientes presidentes de ese comité y pertenecientes a ese comité, los mataron a todos. De cette liste, ils en ont tué 4, qui étaient aussi des membres du comité, parce que l'une des raisons principales de l'assassinat du père d'Hector, c'est qu'il était membre du comité de défense des droits de l'homme, ou des droits humains, comme on dit maintenant. Et ce qui est sûr, c'est qu'à ses successeurs, c'est-à-dire les défenseurs suivants du comité des droits, les présidents du comité des droits de l'homme, ils les ont tués aussi. Al primero y al segundo también. Au premier et au second qui ont succédé au docteur Labad. Sí, ninguno de los hijos, aunque nos proponían, así muy retóricamente, retomen las banderas de su padre, ninguno de los hijos nos dedicamos a eso. Y cuando se reconstituyó el Comité de Derechos Humanos, yo hice un discurso donde dije que los admiraba mucho, pero que yo no pensaba que esta era una batalla perdida, sino una guerra perdida, que admiraba mucho su valentía, pero que pensaba que era una guerra tan perdida que yo creía que los nombres de los futuros muertos podían estar ahí, y eso fue lo que pasó. Aucun des fils des gens qui ont été assassinés n'ont repris le flambeau. Il a fait un discours. ¿En qué momento hiciste el discurso? Cuando se reconstituyó el Comité de Derechos Humanos. Quand ce comité de droits humains a été reconstitué, il a fait un discours en disant qu'il ne pensait pas que c'était une bataille perdue, mais que c'était une guerre perdue. Et que c'était très difficile de... Que iban a seguir matando a la gente y que era fácil decir que los próximos muertos probablemente tendrían los nombres de los que estaban ahí. Et que c'était pas une guerre, mais c'était pas une bataille, mais une guerre perdue, et qu'il était tout à fait facile de prédire que les gens que les prochains morts seraient les prochains assassinés, seraient les gens qui étaient là et qui reprendraient le flambeau. Y no, yo tenía una hija de 1 año y me fui después de una amenaza, me fui al exilio en Italia y mis hermanas siguieron con el mismo negocio de mi madre, no con el de mi padre. Et à ce moment-là, j'avais une fille qui avait 1 an et demi. Je suis donc repartie en Italie, et mes sœurs ont repris l'affaire de ma mère. Donc vous avez vu sur les histoires de copropriété, mais elles n'ont pas repris les thèmes de mon père. À propos de l'Italie, pourquoi le choix de Turin pour des études de littérature plutôt que celui d'une grande université sud-américaine? Sí, yo empecé a estudiar medicina en Colombia, en una buena universidad, pero mi papá sabía que yo no servía para medicina. Y de hecho, pues desde que vi los primeros cadáveres y cuando me llevaron al manicomio, rápidamente me di cuenta de que yo no servía para ser médico. J'ai commencé à étudier la médecine dans une très bonne université colombienne, mais mon père savait très bien que je ne serais pas médecin. Et en fait, j'ai désisté dans l'entreprise dès que j'ai vu les premiers morts, et ensuite mon expérience dans l'asile, cette expérience que l'on voit dans le film, m'ont convaincu que c'était pas mon truc. Y bueno, después estudié periodismo y me expulsaron de la universidad por escribir un artículo contra el Papa. Ensuite, bon, vous avez compris, ensuite il a étudié le journalisme et on l'a expulsé de l'université parce qu'il avait écrit un article contre le pape. Y estaba enamorado de una italiana que se iba a estudiar canto a Turín y me fui detrás de ella. Voilà.
Comme quoi les trajectoires d'études, hein, Sí, el amor. très aléatoire. Y bueno, mi papá, además, yo cambiaba de carrera, yo no sabía qué hacer y él decía, tranquilo, todo está bien, haz lo que quieras. Et en plus, je changeais d'études et de cursus un petit peu comme ça. Et mon père me disait, c'est très bien, tu fais ce que tu veux, fais tes expériences, vas-y. Voilà. Comment a été reçu votre livre par les membres de votre famille? ¿Cómo fue la recepción en su familia del libro? Ajá. En su familia. Sí, bueno, cuando yo escribí el libro, yo ya había escrito otras novelas, pero yo cuando escribí este libro me di cuenta de que era un libro increíble, muy, muy íntimo, y me había ganado un premio en la China por otra novela que se llama Angosta, y afortunadamente entonces yo me fui a un viaje a la China en diciembre, y en diciembre toda mi familia se reúne en el campo. Y yo les dejé el manuscrito con la novela, más o menos terminada. Y pensando, si mi mamá y mis hermanas me dicen, no lo puedes publicar, pues no lo publico, solamente doy una copia privada a mis hijos. J'avais donc écrit le livre et à ce moment-là, j'ai obtenu un prix en Chine avec un de mes romans qui s'appelle Angosta. Et j'ai donc laissé, ma famille s'est réunie en décembre dans la finca, la Inès. Ils s'est réunis dans la... Somos 40. Ah bon. Nous sommes 40. Une quarantaine. Et je leur ai laissé le manuscrit de mon livre. Et en me disant, bon, je m'en vais, ils vont regarder et ils verront. S'ils ne veulent pas que ça se publie, on le discutera, on ne le publiera pas. Mais je leur laisse le choix et donc il est parti en Chine. Cuando yo volví de la China en enero, encontré una familia muy conmovida, mis hermanas, mi mamá, que me dijeron que estaba muy bien, pero que se me habían olvidado muchas cosas. Y mis hermanas y mi mamá me ayudaron a terminar el libro. Et quand je suis revenue en janvier de mon voyage en Chine, toute ma famille, ma mère, mes sœurs, etc., m'ont dit « c'est un très bon livre, mais tu as oublié plein de choses ». Donc ce sont elles sa mère, ses sœurs, qui l'ont aidé à terminer le livre. Sí, de alguna manera este libro lo escribieron más mi mamá y mis hermanas que yo. Et d'une certaine façon, ce livre, ma mère et mes sœurs l'ont beaucoup plus écrit que moi-même. De hecho, yo soy escritor porque mis hermanas contaban muy bien las historias y yo no sabía contarlas, y entonces tuve que ponerme a escribir porque no sabía hablar. Et d'une certaine façon, on peut dire que mes sœurs racontaient beaucoup mieux que moi les histoires. Et que, en fait, je suis devenu écrivain parce que je ne savais pas raconter les histoires, je pouvais seulement les écrire. Y yo creo que mi papá era una persona tan buena porque se enloqueció de tener 5 hijas maravillosas y bonitas. Et je pense que si mon père était un homme aussi bon, aussi extraordinaire, c'est parce que... Tan feliz y tan amante de la belleza. Aussi heureux et aussi aimant de la beauté et aussi adepte de la beauté, c'est parce qu'il avait 5 filles adorables et charmantes et très belles. Dans le film, on voit que vous êtes assez critique par rapport à la décision de votre papa de ne pas profiter de sa retraite et de s'engager plutôt sur une voie politique. Est-ce que vous pressentiez ce qui allait arriver ensuite, c'est-à-dire qu'il soit tué pour ses idées? A ver, es que en mi familia era un poco rara, ¿no? En general son los padres los que cuando los hijos se exponen en la calle, en manifestaciones, están preocupados porque piensan que les puede pasar algo. Ma famille est un peu bizarre quand même, parce qu'en général, ce sont les parents qui disent aux enfants, quand ils voient que les enfants vont aller, prennent des risques, vont dans des manifestations, vont dans la rue, protester, etc., en général, ce sont les parents qui disent, bon, attention, faites gaffe à ce que vous faites, etc. Pero el más joven de mi casa era mi papá. Mais
Le plus jeune de ma maison, de la famille, c'était mon père. Entonces éramos todos los jóvenes los que le pedíamos que no saliera a exponerse. Et c'était en fait la génération des enfants qui disaient à leur père, attention, ne prends pas de risques, fais attention. Y mi mamá decía, tranquilos porque a una persona como tu papá nadie lo va a tocar, nadie lo va a matar. Et ma mère, elle était entre les deux, elle disait, bon, vous en faites pas parce que quelqu'un comme votre père, personne ne lui fera jamais rien. Entonces, bueno, y claro, cuando uno crece no siente el mismo amor por el padre que cuando es un niño. Si yo hubiera querido a mi papá tanto a los 26, 27 años como lo quería a los 7 años, tal vez lo hubiera amarrado o lo hubiera obligado a irse al exilio a Noruega o a Francia. Et c'est vrai aussi que quand on grandit, on n'est pas aussi attaché à son père. Et que dans ces années-là, j'étais un peu en train de prendre mes distances. Et que si je l'avais aimé aussi, de manière aussi forte comme je l'aimais quand j'étais petit, peut-être que je l'aurais attaché carrément et je l'aurais obligé à aller s'exiler en Norvège, ou en France, voilà, pour se préserver. Comment la Colombie a réagi, enfin, ou réagit actuellement? Est-ce qu'elle a demandé pardon? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que, voilà. Est-ce qu'officiellement, il y a eu quelque chose, quoi? Parce que je me dis, en 2021, c'est quand même incroyable, quoi. Bueno, digamos, el crimen nunca se resolvió, es algo que quedó en total impunidad. Hace unos pocos años decidió la Fiscalía que era un crimen de lesa humanidad, entonces que no había prescripción, que de alguna manera en cualquier momento se podrían juzgar a los asesinos, sobre todo a los autores intelectuales del asesinato. Pero bueno. Le crime n'a jamais été résolu. Il n'y a jamais eu de condamnation. Et il y a quelques années, le procureur a décrété que c'était un crime de lèse-humanité. Donc c'était quelque chose, un événement, un crime sur lequel il n'y avait pas de prescription. Donc qu'à tout moment, on pouvait encore poursuivre et juger des gens, des auteurs, sauf que personne n'est accusé directement. Sí. Algunos jefes paramilitares que están en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, no por paramilitarismo, han declarado que fueron ellos por instrucciones del ejército los que mataron a mi papá. Et certains chefs des paramilitaires qui sont en prison aux États-Unis, non pas parce qu'ils sont paramilitaires, c'est-à-dire extrême droite, mais parce qu'ils sont trafiquants de drogue, c'était quand même une nuance très importante, ont déclaré qu'ils avaient... ¿Cómo fue? Sí, que ellos se encargaron de matar a mi papá por instrucciones del ejército. Voilà. Qu'ils ont déclaré qu'ils se sont chargés de tuer le père Héctor Abad Gómez, le médecin Héctor Abad Gómez, de le tuer sur instruction des forces armées, c'est-à-dire de l'État. Y bueno, después después de la publicación del libro, yo sí he sentido solidaridad y comprensión de parte de mucha gente. Yo pienso que el libro representó para muchas personas, para muchos familiares de víctimas, una reivindicación, porque siempre se dice, por algo lo habrán matado, ¿no? Por algo siempre se dice que los muertos, hay algún motivo para haberlos matado, y efectivamente había un motivo para matar a mi padre, pero no un motivo de malas acciones, sino un motivo de buenas acciones. Après la publication de mon livre, j'ai reçu beaucoup de preuves de solidarité et d'appui de très nombreuses familles colombiennes, familles de victimes colombiennes, parce que mon livre
s'élève un peu contre cette rumeur qu'il y a toujours, chaque fois que l'on tue quelqu'un en Colombie, quelqu'un d'aussi digne et noble que le père d'Hector, il y a toujours quelque chose qui dit « Ah, il y aura sans doute une bonne raison, ou une raison pour l'avoir tué ». Et son livre démontre que oui, effectivement, il y avait des raisons pour le tuer, mais ce n'était pas des raisons parce que de quelque chose de pervers ou de mauvais qu'il aurait commis, mais justement parce qu'il avait commis des actions positives et bonnes et respectables. Voilà. Marie, est-ce que vous avez une question peut-être à poser à Hector? Parce que vous avez travaillé sur... Oui. Vous enseignez aussi Oui. C'est-à-dire que je voudrais attirer votre attention sur ce qui me semble, qui est heureusement montré dans le film, mais qui pour moi est la charnière du livre, parce que c'est quelque chose de très suggestif. C'est le moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vers la fin, où Hector, le fils, doit reconnaître le cadavre de son père, et en moment, on le voit prendre la chemise et le costume de son père et froisser, la prendre et la serrer contre lui, etc. Pour moi, dans le livre, ça, tout du moins, c'est une charnière. Parce que ce moment, il dit que, je vais vous lire, je vais vous traduire comment c'est, lui, en mots, il le traduit. Et il me semble que ça, en images, c'est impossible à traduire. Il me semble que ça, seuls les mots peuvent arriver à donner quelque chose, un pâle reflet, une pâle idée de l'émotion que peut ressentir un fils quand il va reconnaître le cadavre de son père assassiné. J'ai conservé en secret, durant de longues années, cette chemise ensanglantée, pleine de grumeaux coagulés qui se sont noircis avec le temps. C'était comme si je voulais la voir là, comme un aiguillon qui ne me permettait pas d'oublier chaque fois que ma conscience s'assoupissait. Et ça, c'est très difficile, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très difficile à traduire en images. Cette sensation, cette perception et ce besoin d'avoir quelque chose contre soi, parce que je ne sais pas si vous... Enfin, dans le livre, tout du moins, le début du livre, c'est l'attachement charnel qu'éprouve cet enfant avec son père. Ce rapport, il dit l'odeur de ce corps, etc. Et cette fin, cette chemise, il me semble que c'est une charnière du livre, et ça, le cinéma, les images ne peuvent pas le traduire. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter, parce que c'est quelque chose qui, pour ma part, m'a beaucoup éclairé, non seulement sur Hector et sur son livre, mais aussi sur la Colombie en général. Parce que il me semble que la Colombie, c'est une façon d'inscrire le conflit dans sa chair. Ce qu'il dit sur cette chemise qu'il garde sur lui pour que ça serve d'aiguillon, et qu'il la touche pour que ça serve d'aiguillon chaque fois qu'il a la tentation d'oublier ou qu'il pense qu'il va oublier, vous pouvez imaginer un peuple de 40 millions de personnes qui vivent la même chose. Parce que tout le monde en Colombie a été touché par ce conflit, qui dure depuis, c'est pas les dernières années, c'est depuis les années 40 et même bien avant. Et donc, c'est une façon de traduire cette expérience colombienne du conflit, c'est-à-dire que c'est inscrit dans la chair. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. On arrive près de l'été, bientôt. Dans une semaine, c'est l'été. Et donc la grande question qu'on se pose, c'est quel livre on va lire cet été. Donc on va lire L'oubli que nous serons, ça existe en collection Folio, hein, c'est quelques euros. Hein. Mais vous avez écrit 10 livres, 5 ou 6 publiés en français. Donc quel est celui qu'on doit lire en plus cet été? Absolument. Quel est le livre qu'on doit emmener avec nous sur une île déserte? Traduit en français. No, hay demasiados libros buenos en el mundo. El solo hecho de que hayan leído alguno mío ya será una maravilla. Yo me siento muy, muy agradecido con la vida si han leído uno de mis libros, porque hay libros maravillosos. En todo caso, puede haber uno interesante que tiene que ver con el título
con el título de L'oubli que nous serons, y es un libro en el que yo explico, es un trabajo como, es una novela un poco, es como una novela negra de investigación, donde no busco quién es el asesino de mi padre, sino quién escribió el poema que mi padre llevaba en el bolsillo. Es un libro es como una novela de detectives, de investigación, sobre quién es el autor de un poema, quién es el autor de la belleza y no quién es el autor del horror. Il dit qu'il y a tellement de livres magnifiques à lire, bon, qu'il ne veut pas recommander un livre particulier de c'est dommage. de ce qu'il a écrit, mais que le livre qu'il a écrit, non es el último, c'est un livre qui a été publié après celui que nous avons là, L'oubli que nous serons, qui est plutôt un livre de recherche, un livre presque de roman noir, de détective en tout cas, au sujet de savoir qui est l'auteur du poème que son père avait dans sa poche au moment où il a été assassiné, le poème qui était avec la fameuse liste des futurs assassinés à Medellín. Et c'est une recherche de quel est l'auteur qui est vraiment l'auteur de ce poème. C'est Parce une enquête. qui est plutôt quelque enquête. chose de... Comment ? Une enquête. Une enquête, et c'est quelque chose de positif, de savoir qui est l'auteur d'autant de beauté, et ne pas penser à quels sont les auteurs de la mort et du désastre. Voilà. Sí, algo así. Algo así. Algo así. Y bueno, y sobre la camisa, después de escribir el libro, yo, bueno, pude hacer como algo simbólico, que me acuerdo muy bien, de haber quemado esa camisa, porque de alguna manera yo pienso que ya el recuerdo no tiene que estar en mí, sino que puede estar en una película o puede estar en la mente de otras personas. Et pour revenir au sujet de la fameuse chemise dont je vous parlais, après avoir écrit le livre, d'ailleurs c'est lo que usted dice en el libro, après avoir écrit le livre, il a brûlé cette chemise parce qu'il avait la sensation, alors là ça ce sont mes commentaires, hein, il avait la sensation très intime qu'il avait franchi une étape et que le souvenir maintenant, il pouvait se projeter dans un livre et maintenant dans un film. Merci beaucoup, merci Hector Abad. Et merci à Marie pour la traduction. Exceptionnelle aussi. Merci pour cet entretien si touchant.